La première des choses que j'aimerais faire, c'est vous présenter Philippe Dupuis, qui est, qu'est-ce qu'on va dire, Philippe? Dessinateur, auteur de bande dessinée, artiste, on a écrivain, un peu moins, mais beaucoup quand même. Ça dépend ce qu'on met derrière le terme d'écrivain. Si c'est très littéraire, je n'écris aucun roman. Voilà, donc, mais je fais de la bande dessinée, donc j'écris. Exactement. C'était la première chose. La bande dessinée est un langage, c'est une écriture. Effectivement, il est très important de le souligner. Philippe, vous avez fait vos études d'abord à l'École supérieure des arts décoratifs, puis vous avez commencé dans les années 80 à publier vos histoires dessinées. On va dire d'abord dans Aïe, vous n'aimez pas trop cette référence, qui était un petit magazine belge. Et puis, vous avez continué comme ça votre petit bonhomme de chemin à publier à droite à gauche jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui est votre alter ego en quelque sorte dans la bande dessinée, qui s'appelle Charles Berberian, avec lequel vous allez former un duo assez extraordinaire et dont tout le monde parle en disant Dupuis-Berberian, comme donc le nom, un nom unique, comme s'il n'y avait qu'une seule personne. Et avec Charles Berberian, vous avez composé, publié plus de 27 titres. C'est assez considérable pour une association. Bon, on peut dire que Goscinny et Uderzo ont également duré très très longtemps, mais il n'est pas toujours très facile de voir des collaborations aussi symbiotiques, on va dire, tenir aussi longtemps. Donc c'est un couple réellement dont on parle, un couple de création, un couple créateur et en même temps qui chacun a continué autant que faire se peut à développer son activité personnelle de son côté ou sa recherche personnelle de son côté. En ce qui vous concerne également, Philippe, vous avez travaillé avec d'autres auteurs. Vous avez travaillé notamment avec votre compagne, Lu Weifang, qui écrit des scénarios que vous mettez ou auxquels vous répondez en images, on va dire, auxquels vous donnez une traduction. Je vous laisse peut-être nous décrire ce travail-là d'abord. Oui, alors une petite précision, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait par rapport au duo avec Charles Berberian, c'est ce qu'il avait aussi de particulier en dehors de la longévité. Il y a des mots comme ça où j'ai du mal. C'est quand on écrivait, on dessinait à deux. Souvent, bande dessinée, c'est un couple de scénaristes et dessinateurs. Nous, on a dessiné et écrit à deux. Ça a duré, oui, même pas loin de 30 ans. Et puis voilà, après, on a arrêté de travailler ensemble il y a maintenant peut-être bien une dizaine d'années, parce que je pense on avait fait le tour de la question et que vraiment, pour que ça marche, il faut être... comment dire, sur les mêmes envies. Et moi, Charles avait d'autres envies, pas mal d'envies de musique d'ailleurs. Et moi, j'avais des envies de bande dessinée, mais pas seulement, d'étendre le dessin sur d'autres domaines artistiques. Donc, j'ai commencé à faire à ce moment-là un livre seul qui s'appelle Hanté. Et j'ai effectivement travaillé avec Lou sur d'autres récits parce qu'on avait les mêmes, et on a toujours d'ailleurs les mêmes interrogations, les mêmes envies sur la manière de faire de la bande dessinée. Lou est quelqu'un de très littéraire. Elle aussi a des approches diverses puisqu'elle est scénariste de bande dessinée, mais elle est aussi réalisatrice de films, fait des photos, des installations. Elle écrit pour le théâtre et elle sort un roman d'ailleurs à la rentrée chez Actes Sud. Donc c'est à chaque fois, elle et moi, on s'est retrouvés, disons artistiquement, puisqu'on va ne parler que de ça, sur cette envie d'emmener notre manière de faire, notre médium, sur des terrains divers. Le premier livre qu'on a fait ensemble s'appelle Une élection américaine. C'est un récit de voyage aux États-Unis. Je l'ai accompagnée parce qu'elle devait faire un film sur les drag queens mexicaines. On s'est retrouvé en plein moment de la campagne électorale qui a abouti à la réélection de George Bush. Et on a trouvé qu'il y avait un livre à faire. Donc elle a écrit un texte, j'ai fait des dessins, et au milieu, il y a une histoire qui est une fiction en bande dessinée, qui est une sorte de parabole. Et puis on a fait un autre livre qui s'appelle Les enfants pâles, qui est ce que je considère vraiment comme un roman graphique. Ce livre s'est fait à un moment où il y avait beaucoup de discussions sur ce terme-là.
discussion qui perdure en bande dessinée. Moi, je fais une différence entre la bande dessinée et le roman graphique, dans le sens où je trouve que on met souvent derrière le terme de roman graphique quelque chose, c'est pas un faux semblant, mais comme s'il suffisait de faire du noir et blanc et beaucoup de pages pour que ce soit un roman graphique. Moi, je considère que c'est de la bande dessinée, ce qui est un terme noble. Et j'avais envie de prendre, on avait envie de prendre ce terme de roman graphique pour en fait mélanger nos deux manières de nous exprimer, le roman, c'est-à-dire la littérature, la chose littéraire, et le dessin. Et donc ce livre, qui est un gros livre de 400 pages, est une fiction, et à chaque fois, certaines parties sont prises en charge par Lou de manière littéraire et par moi en bande dessinée. Et l'ensemble fait un objet qui est un livre. Mais je pense que c'est pour moi vraiment ça, ce que j'aimerais faire en roman graphique. Voilà, on l'a fait encore. On a fait un livre pour le Louvre-Lens et un autre livre qui s'appelle Nuages et pluie, qui est une bande dessinée, je dirais. Enfin, c'est une bande dessinée en couleur de 120 pages. Donc je ne sais pas si c'est un roman graphique, mais je pense que c'est une bande dessinée. Merci. Après, en même temps que ces collaborations, il va falloir continuer à œuvrer et à créer seul. Vous allez donc vous attaquer à un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, qui vous travaille, comme il travaille tous les artistes à toutes les époques. C'est quel est le rapport à la création, quel est le rapport à l'art, qu'est-ce que c'est que de créer, qu'est-ce que c'est que de rendre compte du monde. Et vous le faites à votre manière, en vous interrogeant sur ce que l'on perçoit comme une continuité historique de l'art, quelque chose qui serait dans un flux, en quelque sorte. Et la première façon que vous avez eue de rendre compte de ce qui s'appelle maintenant une histoire de l'art, eh bien, c'est sur un site, donc c'est en ligne directement, c'est donc une bande dessinée déjà numérique. Alors, ce sujet d'une histoire de l'art, c'est un sujet que j'avais en tête, une envie que j'avais depuis très longtemps. Sans que ce soit très clair. Je m'étais toujours dit, j'aimerais bien faire mon histoire de l'art. Alors, je suis absolument pas historien. Moi, je suis un artiste, comme l'a dit Anne-Hélène tout à l'heure. Donc, je suis passé par les Arts Déco de Paris, qui est quand même qui est une formation artistique, mais qui donne un bon bagage quand même dans le rapport à l'art. Parce qu'il y a un enseignement d'histoire de l'art. On avait un professeur d'histoire de l'art, quand même quelqu'un qui était incontournable, qui s'appelait Pierre Cabane, un grand spécialiste de Picasso. Il a écrit Le siècle Picasso, il a fait les entretiens avec Marcel Duchamp. Donc c'était quand même quelque chose d'assez mémorable. Malheureusement, les écoles d'art, on y est trop tôt, donc l'ambiance dans l'amphi n'était pas très studieuse et j'ai beaucoup regretté par la suite. Donc il y avait cette chose qui était là, qui était présente, que j'avais envie de faire. Et il y a je crois que c'est en 2004, je ne sais plus, je crois que c'est en 2004. Ou, non, peut-être après. Non, c'est après. Je suis fâché avec les dates. Donc il n'y a pas très longtemps, un groupe d'auteurs qui est à Nantes a décidé de lancer une revue numérique. Parce que, je fais un petit aparté, il y a beaucoup de frustration de la part des auteurs par rapport au numérique. Je pense que la bande dessinée est sur une fausse piste avec le numérique. L'idée étant de mettre en ligne des albums de bande dessinée. Ça ne marche pas. De mon point de vue, ça ne marche pas. La bande dessinée n'est pas faite pour être lue comme ça parce qu'elle n'est pas créée pour ce support. Autant la musique, de fait, marche très très bien avec la dématérialisation et le numérique. Un livre est conçu pour être feuilleté ou lu d'une autre manière quand je les travaille autrement. J'ai découvert avec ce projet que le numérique apportait de grandes possibilités à condition de ne pas mettre en ligne des pages, mais d'utiliser les techniques du numérique. Par exemple, le scrolling, le turbomédia, qui sont des choses assez... On peut mettre du son, on peut mettre du mouvement, on peut mettre des mises en abîme, et ça change complètement le récit et la manière de faire ce récit-là. Malheureusement, aujourd'hui, personne, pratiquement aucune structure ne propose ce terrain de création pour les auteurs.
Il y a eu une grosse discussion à bande dessinée sur le numérique pour savoir comment on allait faire les contrats de mise en ligne. Mais en fait, je ne sais pas si vous lisez beaucoup de bandes dessinées en ligne. Moi, je n'y arrive pas. Mais j'aime l'outil numérique. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire cette histoire de l'art. Et j'ai décidé de le faire en scrolling. Alors, je pense que vous voyez à peu près ce qu'est le scrolling. Hein. C'est quand on fait défiler, voilà, avec le tactile. Et je me suis rendu compte que le fait d'avoir un grand ruban comme ça, qui ne s'arrête jamais, ça change tout sur le récit. Parce que ce que le livre ne peut pas apporter, par exemple, faire un dessin de 3 mètres de long sur 10 cm de large, c'est pas reproductible en livre. Par contre, en numérique, ça marche très très bien. Et il n'y a jamais d'effet où on tourne les pages. Donc ça change beaucoup de choses sur l'appréhension du récit. L'autre avantage, c'est que je pouvais mettre des liens avec des bouts d'animation, du son, des choses comme ça. Et donc j'ai fait cette histoire de l'art, qui n'est pas une histoire de spécialiste, mais j'avais envie de parler des choses qui m'avaient plu, de souvenirs. C'est un peu disons, comme une déambulation mentale, non dirigée, où un sujet en amène un autre. Alors j'ai parlé d'artistes que j'aime, d'artistes que je peux ne pas comprendre, de sujets comme l'interdit, comme la transgression, comme l'amputation dans l'art. Mais je parlais aussi d'artistes anciens comme contemporains. Et donc ça a duré pendant la durée de vie de Professeur Cyclope. Et ensuite, et donc je ne me rendais pas compte où ça allait m'emmener. C'est un sujet, j'ai pris ça un peu comme une expérience. Et en fait, depuis, j'ai jamais arrêté. Et j'ai développé ce sujet d'une histoire de l'art un peu comme d'autres en bande dessinée vont développer une série. Je ne peux pas faire meilleur raccourci que ça. C'est-à-dire que mon histoire de l'art, ce serait ma série. Mais sauf que ce n'est pas une série. Et alors, j'avais envie de le travailler du coup de manière créative, comme ce que doit être pour moi un objet artistique, c'est-à-dire un objet de recherche, d'invention, de créativité. Donc là, l'image qui apparaît, c'est la deuxième forme qu'a pris cette histoire de l'art. Donc la première forme était dématérialisée sur Professeur Cyclope avec un nouvel épisode tous les mois. Et puis, à l'occasion du Pulp Festival à la ferme du Buisson, on a conçu cette installation parce que j'avais envie du coup de... J'ai toujours une approche des choses un peu iconoclaste. Je me suis dit, alors puisque j'ai dématérialisé, je vais la rematérialiser. Donc, je suis un grand amateur des artistes bricoleurs, que ce soit Calder, Tinguely, des gens comme ça. Et donc, on a conçu une installation qui est une machine et qui est une manière de refaire lire l'histoire de l'art sur un grand tapis mécanique qui fait 13 mètres de long, qui avance très doucement. Donc on peut vraiment le lire. Alors soit on se met au bout et on le lit au fur et à mesure que ça apparaît. Mais alors j'ai commencé à comprendre aussi cette histoire de la position du lecteur et le regard du lecteur, ce que la manière de faire et de créer pouvait induire de différent dans la lecture. J'ai vu comment ça pouvait fonctionner sur la tablette ou l'ordinateur. Là, j'ai vu que les gens déambulaient, c'est plus physique. On marche, on va en avant, en arrière, on revient, on va piocher dans le récit ce qu'on a envie de lire. Et ça amène vraiment un autre rythme de lecture et une autre approche de la bande dessinée. Parce que pour moi, ça, c'est à la fois une installation artistique, art contemporain ou pas, je ne sais pas, c'est contemporain puisque c'est aujourd'hui, mais c'est de la bande dessinée dans le sens où c'est un récit narratif dessiné. Alors, je voudrais très rapidement vous montrer ces images parce que d'abord il y a un léger bruit quand on rentre dans la salle où est cette machine. Elle va être exposée prochainement au CAPC à Bordeaux dans le cadre de l'exposition Histoire de l'art cherche personnage. Et ça vous permet de questionner la manière dont vous regardez, dont vous avez l'habitude de lire, de comprendre des suites d'images, de comprendre un récit. Et c'est pour cela qu'on vous a demandé de tenir, d'abord de manipuler
ce livre, parce que on vous regarde et on s'est dit, ça confirme la remarque qu'on se faisait. Vous savez, la première fois que vous mettez un livre dans les mains d'un enfant, il le tourne dans tous les sens, il ne sait pas dans quel côté il va l'ouvrir, comment. Eh bien ici, on vous a mis un objet non identifié dans les mains. C'est un livre et à la fois, ce n'est pas le livre que vous avez l'habitude de tenir. Il ne fonctionne pas pareil. Qu'est-ce qu'il vous donne de plus, ce livre? Et cette forme éditée est finalement une forme de prolongement de ce que Philippe a mis en place avec cette machine, c'est-à-dire cette idée de durée, de fil narratif, de suite d'images, qui en même temps vous laisse la liberté d'aller, de venir, de regarder plusieurs images dans leur suite, c'est-à-dire 3-4 images si vous levez le bras pour dérouler. C'est-à-dire que vous êtes libre de prendre votre temps et du coup vous avez un temps différent. C'est-à-dire que vous avez la mémoire de ce que vous avez lu avant et la mémoire de ce que vous avez lu après sous les yeux. Vous n'êtes plus seulement dans la page tournée, et c'est pour ça qu'en français d'ailleurs dans la langue on dit c'est une page tournée, c'est-à-dire qu'on n'y revient pas. Eh bien avec cet ouvrage-là, vous pouvez y revenir. Vous pouvez aller arpenter les méandres d'une réflexion sur l'histoire de l'art. Je vais arrêter de parler, je vais laisser Philippe s'exprimer. Voici son éditeur qui vous montre un peu l'ouvrage. Et maintenant, on va passer à la question, pourquoi cet objet, une histoire de l'art? Qu'est-ce que c'est comme sujet? Alors, est-ce que tu veux lire? Oui. Oui. C'est le premier texte que j'ai écrit. Oui, je vais essayer de les assumer. Mais alors, j'ai pas mes lunettes, mais heureusement, ça a été imprimé assez... Est-ce que ça va marcher, les lunettes? Ah ouais, c'est très bien. Je pourrais les garder, peut-être, non? C'est quand professeur Cyclope m'a proposé de travailler avec eux, ils m'ont demandé vous savez, une note d'intention. Je pense que vous connaissez un peu tout ça. C'est des choses que je déteste faire. Je trouve ça très compliqué. On tombe toujours dans les mêmes choses. Je vais questionner la représentation, bref. Et donc, j'ai voulu, dans cette note d'intention, faire quelque chose qui serait plutôt déjà un reflet de on va dire, de ce que serait mon projet artistique, de ce à quoi de l'odeur de ce projet-là. Donc j'avais écrit un petit texte qui disait, parce qu'il s'agissait aussi de dire qui j'étais et comment j'allais faire ça. Alors, de Hellifort à Gombrich, le sujet a été traité, disséqué, trituré dans tous les sens et sous toutes les formes pour rebuter des milliers d'étudiants ou laisser croire à quelques bourgeoises inactives qu'elles enrichissaient leur vie d'un savoir indispensable. Je n'ai donc rien à ajouter ou à faire découvrir dans ce sens et surtout, je répugne à l'idée d'utiliser la bande dessinée comme vecteur accessible dans un but pédagogique à l'intention des masses et des néophytes. On entend généralement par là les incultes et les imbéciles, en leur accordant le même mépris dissimulé que celui qu'on a pour la bande dessinée. Bon, c'est un avis. Ce n'est pas une image. Alors, l'histoire de l'art, un kaléidoscope, ce n'est pas une mise en image des grandes heures et des petits faits artistiques de la grotte de Lascaux au Puppy Vase de Jeff Koons, en passant par les bons mots de Ben, même s'ils pourront être conviés. C'est un kaléidoscope décloisonné, un journal du regard et de l'imagination, de la mauvaise foi, de la parabole, du détournement, du mouvement. Un récit de guerre, de rebelles, d'écoles, d'historiens abusivement autoproclamés, de la vraie petite histoire, de la grande fausse, où les vérités ne sont pas bonnes à dire puisqu'elles n'existent pas, mais où tout est vrai. Voilà. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que dans cette histoire de l'art, évidemment, j'essaie de dire des choses vraies, réelles, des faits, parce que j'ai la prétention de ne pas être totalement inculte, mais je veux assumer aussi mes lacunes, et Dieu sait que j'en ai. Mais après, j'ai une chance, c'est que je suis un artiste, donc c'est une position assez confortable pour ça, par rapport à l'historien. L'historien, s'il se trompe... le retour de bâton peut être assez sévère. L'artiste, il a ce qu'on appelle la licence artistique. Mais après, c'est un jeu. Et il s'agit de faire... en fait, mon idée, c'était de faire une œuvre de création à partir de l'histoire de la création. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait aussi que dans la forme, dans le fond, comme dans la forme, je sois le plus créatif possible. Et c'est vrai que je pense que c'est pas un hasard en fait que j'ai choisi ce sujet-là
à partir du moment où on proposait quelque chose en numérique, qui était un domaine assez neuf et où tout était à faire. Mais c'est pour ça aussi après que j'ai voulu continuer en faisant cette installation et puis ce livre. En fait, ce livre, il faut savoir qu'aussi, j'avais dit, je fais du scroll pour être sûr qu'on ne pourra pas publier en papier. C'est fait pour le numérique, donc je fais quelque chose qui est vraiment impossible à éditer en version papier. Ça n'a pas manqué. À partir du moment où l'installation a été vue, on a commencé à me dire ah oui, moi j'aimerais bien avoir une version papier. Donc on n'avait que 2 solutions pour rendre cette espèce de grande continuité. C'était soit un rouleau façon Torah, c'est assez compliqué à faire, soit le Leporello, comme ça. Mais alors, il y a des choses aussi qui sont très inconscientes dans mes processus. C'est que je me rends compte aussi de choses, du sens que j'insuffle à mon travail, mais des fois, c'est après. Ça, c'est c'est l'inconscient, hein, c'est psychanalytique. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en faisant le livre, je proposais à disposition du lecteur une installation à domicile. Vous avez vu en le déroulant, j'ai repensé à la fameuse valise de Marcel Duchamp avec son musée portatif. Oui. Alors, Marcel Duchamp, artiste du XXe siècle, celui qui a fait le nu descendant de l'escalier, qui s'est fait retirer des salons, et puis ensuite il a fait le fameux urinoir, ce qu'on appelle les ready-made, et les gouttoirs à bouteilles. Donc, à un moment, a fait en édition limitée. Si je peux me tromper des fois, hein, parce que je ne suis pas historien. Mais bon, il a fait une série de boîtes, de valises, qui permettaient à leurs acheteurs d'avoir l'œuvre de Duchamp à la maison, portative, à emmener en voyage où on voulait. Et je trouve ça formidable, parce que souvent on pense qu'une installation, c'est une débauche de matériel, de construction, mais en fait, une installation, c'est quelque chose qui peut se faire chez soi avec une bouteille d'eau, une paire de lunettes si on ne les oublie pas, et un stylo. Voilà. On peut faire des installations domestiques. Et donc j'avais envie de faire ça. Et j'ai très très envie de relier ces choses qui sont très agréables à faire, très amusantes, très ludiques et très créatives avec la bande dessinée. Et donc de faire des livres de bande dessinée, puisque j'insiste, c'en est, même s'il n'y a pas de cases ou qu'on ne tourne pas de page mais qu'on va dérouler, j'ai envie d'en faire des objets artistiques parce que, d'une certaine manière, je place la bande dessinée très très haut artistiquement et que je trouve qu'on a, voilà, on n'a pas à rougir par rapport aux autres arts. Merci. Juste pour repréciser quelque chose, le côté très innovant, très nouveau dans ce livre, Une histoire de l'art et dans la suite, c'est qu'elle propose une contre-histoire de l'histoire de l'art du point de vue d'un artiste, une contre-lecture en quelque sorte de ce qui a été tenu pour acquis dans la manière de regarder, de déclarer artistique ou non les œuvres, et notamment dans la manière de voir le geste artistique. Et cette réflexion menée par Philippe Dupuy, elle nous permet aussi à nous de penser d'où nous sommes aujourd'hui, ce que c'est qu'une image, ce que c'est que nous aimerions voir, ce que c'est qu'on nous a donné toujours à voir, d'où ça vient, et puis comment nous pouvons aussi finalement créer nos images, parce que c'est la grande nouveauté pour nous, c'est que nous avons des facilités techniques de création d'images. C'est très facile aujourd'hui de créer des images et de les diffuser partout, même de les éditer, de les imprimer. Ce n'était pas du tout le cas des artistes auparavant, c'était une démarche différente. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais souligner. Et puis je voulais dire aussi que dans beaucoup de bandes dessinées, on voit arriver l'œuvre d'art comme une allusion, une référence, soit parce qu'on veut indiquer que quelqu'un est cultivé, qu'il est riche parce qu'il a une collection,
soit parce qu'on veut indiquer qu'il est poursuivi et travaillé par une question existentielle qu'une œuvre d'art va pointer en quelque sorte ou incarner, soit aussi parce que tout simplement on a volé une œuvre pour la valeur symbolique ou la valeur politique qu'elle peut avoir ou artistique qu'elle peut avoir et il faut aller la chercher. Enfin, l'œuvre d'art est un objet manipulé au prétexte d'une histoire, mais elle ne fait pas objet d'une interrogation de la part de l'artiste en tant que tel. Voilà, et je pense que ça, c'est aussi l'apport nouveau dans le regard que pose Philippe Dupuy et le choix de la bande dessinée pour parler de cette approche-là, de son regard à lui, de ses questions à lui. Et vous avez vu que c'est une bande dessinée, il l'a dit, en scroll, c'est-à-dire verticale, c'est-à-dire qu'elle suppose un enchaînement de lecture où l'œil doit finalement se bouger non plus dans cette direction-là, mais dans la direction verticale. Vous n'êtes pas dans le même rapport du tout au discours qu'on vous tient. Donc, c'était une chose que je voulais préciser. Et puis, ensuite, on va peut-être aborder ce qui suit à une histoire de l'art, c'est-à-dire peindre et puis ne pas peindre. Ne pas peindre, je le disais tout à l'heure, n'est pas encore paru. Il va paraître à l'automne. Mais il nous raconte une histoire qui est très liée à l'histoire de la couture. Je te laisse. Alors, peindre et ne pas peindre sont donc deux livres. On pourrait, je ne sais pas s'ils ont une forme plus classique, dans le sens où là on tourne des pages. C'est vraiment une bande dessinée où on tourne des pages. Je reviens à un mode narratif plus communément connu. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot classique parce que je ne sais pas très bien. J'ai pas envie de me positionner comme ça. Mais ils ouvrent tous les deux ils ouvrent et ils ferment tous les deux, peindre et ne pas peindre, par des pop-up. Toujours dans l'idée de faire le livre-objet. Alors, je reviendrai sur les pop-up. Ce que racontent ces deux livres, Peindre, c'est sur l'histoire c'est le moment de Man Ray quand il est aux États-Unis, avant qu'il arrive en France où il va vraiment devenir photographe. Man Ray, quand il est aux États-Unis, commence à faire de la photographie, mais de manière très pratique. C'est parce que personne ne sait très très bien en fait prendre en photo les œuvres. Il n'y a que du noir et blanc. Et il se rend compte qu'en général, le peintre, c'est mieux prendre en photo les œuvres. Donc il achète un appareil photo. Il va d'ailleurs aussi prendre en photo les œuvres de Brancusi plus tard. Mais lui, il veut être peintre. Donc il va essayer de peindre, il va essayer de se positionner aux avant-gardes. Et il finira par venir à Paris. Dans ce livre-là, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai été amené à lire un texte de Bernard Marcadet sur les fantômes de la peinture, où il parle de ce rapport, de ce qui se passe entre la toile et le peintre. C'est-à-dire que la peinture, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit la peinture, c'est pas la toile. Enfin, il dit la peinture, c'est un matériau, c'est ce qu'on pose sur la toile. Quand on parle de peinture, on parle ensuite d'une représentation. Et il dit tout ce qui se joue, c'est entre quasiment le regard du peintre et la toile. Et ça lui fait penser à la photographie. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de mettre ça en regard du travail de Man Ray, puisque Man Ray, en plus, c'est quelqu'un aussi qui photographie. Et le tirage photographique est quelque chose qui se fait sans l'intervention directe du photographe sur le papier. C'est la lumière, c'est juste la lumière. Et la peinture n'existe que parce qu'il y a de la lumière et que parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc c'est de ça dont j'avais envie de parler. À la limite, la vie de Man Ray, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ces raisonnements-là. Et le deuxième, ne pas peindre, sera... donc j'avais envie de parler de deux personnes qui sont connues, très connues dans le monde de l'art, pour quelque chose, mais ils ne sont pas connus pour ce qu'ils auraient voulu faire. Il y a certainement quelque part derrière ça quelque chose que je dis moi-même, mais bon. Et donc la deuxième personne, donc Man Ray aurait voulu être peintre, et il a été peintre, mais il est connu comme photographe essentiellement. Et le second, c'est Paul Poiret, qui est un des plus grands couturiers qu'on ait pu connaître dans les années 20, qui est celui qui a libéré la femme du corset et qui a ouvert la voie à Chanel, et qui aurait voulu être peintre.
et qui a très peu peint, à part à la fin de sa vie, quand il était ruiné. Et ces deux personnages qui sont en miroir, parce qu'au moment où Man Ray arrive en France et décolle et devient très connu, Paul Poiret s'effondre et sera ruiné. Et ils vont se croiser. Et donc dans les deux livres, j'ai une page en commun qui a le même découpage, qui raconte la même chose. C'est un moment où Paul Poiret vient à Paris à l'Armory Show et Man Ray n'est pas loin. Et donc je me suis amusé à faire cette page qui est un pivot entre les deux. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet. Et puis maintenant cette histoire de l'art, je vais continuer parce que c'est un sujet inépuisable et je ne sais pas encore exactement à quoi ressembleront les objets. Mais je sais que le livre suivant s'appellera Mon papa dessine des femmes nues, et qui est un livre que j'ambitionne de faire avec mon petit garçon de 9 ans. Voilà, et parler un peu du monde dans lequel il vit aujourd'hui, d'en parler au travers d'œuvres et de l'art. Je vais juste terminer sur plusieurs aspects de ton travail. D'abord, tu as fait pour l'exposition donc Histoire de l'art cherche personnage qui ouvrira au CAPC à Bordeaux le 19 juin, enfin le 20 juin. Tu as fait une aide à la visite. C'est très intéressant de voir comment, quand on donne des textes à Philippe Dupuis, il nous fait l'histoire. Il nous fait l'histoire avec un petit H, on va dire, mais il nous fait l'histoire. Donc, il va refléter finalement ces interrogations de quête et ces interrogations sur l'art. Qu'est-ce que c'est au XXe siècle? Qu'est-ce que c'est au XXIe siècle? Que désignons-nous comme art et comme figuration? Qu'est-ce que c'est que de faire de la figuration? Et de quoi sommes-nous héritiers? De quelle histoire de la représentation et de la figuration sommes-nous héritiers? Et donc, il a fait, c'est le tout premier dessin donc, que vous avez ici, et qui est sa façon à lui. Vous savez, il y a Christelle Théa aussi qui travaille en façon très photographique, en ordonnant le texte et les images. Et là, il a fait un tableau de situation. On peut dire que c'est un tableau de situation, un tableau de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type d'image? Quand ta démarche, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui pourrait la caractériser à ton sens plus précisément? Sur l'aide à la visite? Sur l'aide à la visite, ta manière de dessiner les concepts, les mots, Oui, alors par exemple dans cette première page de l'aide à la visite, il y a vers le bas une sorte de schéma. C'est quelque chose que je pratique beaucoup sur mes carnets. En fait, j'ai complètement cassé ma manière de travailler ces dernières années. Comme je disais, pendant longtemps travaillé avec Charles Berberian. On écrivait à deux, on dessinait à deux. C'était finalement assez structuré. Même si sur 30 ans, on a eu des manières de le faire qui ont beaucoup varié. Mais on a toujours été dans une pratique conventionnelle de la bande dessinée. C'est-à-dire, j'écris un scénario, je fais un découpage, je fais un crayonné, je l'encre. Au bout de 30 ans, c'est très très lourd. C'est très ennuyeux et je me suis senti emprisonné. Alors, il y a un écho dans cette aide à la visite sur une autre page, c'est que à l'exposition, il va y avoir ce livre La cage, et il est question de cage. Et à un moment, je me dessine dans une cage et un des autres personnages me dit c'est comme ça que tu te sens quand tu es dans une bande dessinée, quand tu fais de la bande dessinée. Et puis, je me dis cage, case, c'est pareil. Et je me rends compte qu'en fait, ce sont des choses que j'essaie de briser ces dernières années. Donc, je n'écris plus de scénario. Je fais pratiquement plus de crayonné. Et je me retrouve dans ce que j'ai pu observer chez des amis peintres, dans leur attitude quand ils sont devant la toile, qui est blanche, et ils vont dedans, ils y vont, et ils vont voir où ça va les emmener. Moi, je fais pareil, c'est-à-dire que j'ai des mots qui viennent comme ça. Alors là, par exemple, il y avait, comme on travaillait sur le récit, quand même, je livrais quelques mots qui étaient cadres, formes, mots, lieux, signes. Mes carnets de travail sont comme ça, avec des diagrammes qui s'organisent. Et les choses arrivent petit à petit. Ça peut être très déstabilisant, parfois un peu angoissant, mais ce qui est rassurant, c'est que ça aboutit toujours. Donc jusqu'à maintenant, tout ça a l'air de fonctionner. Ma méthode, elle est comme ça. C'est pour ça que des fois, je parle aussi de psychanalyse. J'ai fait un petit jeu là avec cage et case, mais n'empêche que c'est assez parlant. Et je me rends compte que je fonctionne comme
c'est comme jeter un certain nombre d'éléments à terre et puis commencer à voir comment on va assembler les choses. Et les livres, ça se fait comme ça aussi. Hein. C'est que je m'aperçois que le meilleur résultat, c'est pas quand on commence à écrire scène 1, case 1, personnage fait ci et ça. Ça, à la limite, ça pourrait être la forme finale, mais la meilleure façon de faire, et les réalisateurs travaillent souvent comme ça, c'est d'avoir des scènes, des idées, et puis on met tout à plat, et puis après, il commence à s'organiser une structure, et on arrive à rassembler les choses. Voilà, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Et l'aide à la visite, ça a été pareil, c'est-à-dire qu'en visitant cette exposition qui va ouvrir dans 15 jours, j'ai vu un certain nombre de toiles et puis voilà, j'ai dormi une ou deux nuits par-dessus. Et puis très très vite, il y a des associations d'idées qui se sont faites, qui ne sont pas un hasard non plus, parce qu'il y a des commissaires d'expo qui ont quand même réfléchi avant. Mais j'y ai retrouvé ces connexions, je les ai comprises, certaines en tout cas, et j'ai amené les miennes. Enfin, deux derniers aspects dont j'aimerais parler. Alors, tout d'abord, il faut repréciser, toujours redire que Philippe Dupuy ne cessera pas de faire de la bande dessinée. Hein, ça, que ce soit bien clair. Oui, que ce soit bien clair, parce que quand certains voient ça, on me dit, ah ben, et puis en plus, les livres que je fais aujourd'hui sont quand même assez différents de ceux que je faisais avec Charles Berberian, donc certains ont décroché. Donc il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais toi, ça fait 10 ans que tu fais plus de livres. Je ne fais que ça pratiquement, mais je fais aussi donc les installations au milieu. Alors, on a parlé à un moment que des amis te disaient que tu avais une obsession mécanique. Est-ce que tu peux peut-être développer ce côté-là? C'est-à-dire que ça va tout à fait avec la façon dont tu représentes l'histoire de l'art, ta notion aussi de flux, de scroll, etc. Moi, je pense que le bricolage est un art à part entière. Non, mais j'aime beaucoup, je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le travail de Calder, de Tinguely. J'aime beaucoup les objets surréalistes. Je préfère ce que je préfère, c'est soit les objets, soit les collages. Ce que j'aime bien dans le collage, c'est qu'il y a une manipulation, il y a un travail avec les mains. Et j'adore ça parce qu'en fait, tout ce qui est le bricolage, les techniques, les machines, c'est résoudre. C'est le processus de tout ça, c'est résoudre quelque chose qui n'est avec des moyens qui n'étaient peut-être pas ceux prévus à l'origine. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très créatif. Faire un livre, c'est résoudre. Faire une peinture, c'est résoudre. Faire un film, c'est résoudre. Écrire un livre, c'est résoudre. Et je ne sais pas, écouter les autres, parler de choses qu'on ne comprend pas, c'est être amené à résoudre. Donc c'est ça que j'aime dans la machine. Et je suis toujours émerveillé par le génie humain à ce niveau-là. Bon, après, on peut discuter, effectivement. Après, il y a des déviances du génie humain dans la manière de techniquement résoudre des choses. Mais ça, c'est un autre problème. Et ce que j'aime maintenant dans l'utilisation de machines, c'est raconter avec cette installation qui s'appelle Loops, par exemple. Et c'est une histoire en boucle, et chaque élément est constitué d'une boucle. Donc, j'ai fabriqué des praxinoscopes qui sont c'est l'ancêtre du dessin animé. C'est des petites machines qui tournent et ça fait une boucle d'animation en 1 seconde. Et donc là, il y a 3 praxinoscopes qui font 3 boucles différentes. Il y a un théâtre d'ombre qui tourne sur une boucle un peu plus longue et un autre théâtre anamorphique. Et à chaque fois, il y a une petite caméra qui capte le résultat et c'est remonté dans un film où l'histoire se refait en boucle. Et en fait, avec cette installation, je peux faire des récits différents. J'en ai déjà fait plusieurs. Voilà, ça c'est l'autre chose. Et par contre, comme disait Anne-Hélène, je continuerai à faire de la bande dessinée, je pense, tout le temps. Mais surtout, je vais continuer à faire du récit, parce que c'est ça qui m'intéresse à la base. J'aime faire des œuvres plastiques, de faire des choses, si possible, belles, mais j'aime bien surtout quand elles racontent quelque chose. Voilà, alors donc il faut souligner aussi que tu as travaillé dans les collaborations avec le groupe Moriarty et puis avec le musicien Pierre Bastien, avec lequel tu as récemment fait une résidence à Cognac et tu as présenté une pièce qui s'appelle Imagerie par résonance mécanique, qui était tout à fait intrigante et spectaculaire et assez envoûtante d'ailleurs,
à voir exécuter. Ce sont des concerts dessinés. Il y a ce côté très fugace, très éphémère aussi du dessin qui disparaît, contraste, et puis qui doit être effacé pour laisser la place à un autre, qui allait bien avec ces rotations de la machine et cette musique. Ces machines faisaient de la musique, elles ne faisaient pas le dessin, contrairement à Loops où là on avait une image en mouvement. J'avais envie de travailler avec Pierre Bastien, dont je parle d'ailleurs dans une histoire de l'art, aux côtés de Michel Gondry et Pierrick Saurin. J'ai découvert son travail parce que c'était une époque où je faisais des petites machines en mécano et je suis tombé sur un disque à la FNAC. Il y avait une couverture en mécano. J'écoute ça et je comprends que ce garçon fabrique des mécaniques en mécano pour faire des boucles de musique. Et il fait des albums et il fait des concerts. Donc en fait, on a travaillé ensemble. Il fallait vraiment qu'on se retrouve. Et donc on a proposé ça. Je trouve intéressant d'emmener le dessin au plateau et certains diraient en live. D'abord parce que c'est pas la même pratique du dessin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin fini. Déjà que j'estime qu'il n'y en a jamais vraiment de dessin fini. Si un dessin est réellement fini, si on a vraiment la sensation qu'il est fini, je trouve qu'il est mort. Il y a un truc morbide là-dedans. Je rejoins assez Picasso qui disait qu'un dessin peut avoir des états finis, mais ce ne sont que des états. Il suffit d'en choisir un, et puis c'est à la limite l'achat qui fait que ça va rester dans cet état-là. Mais beaucoup de peintres qui reviennent sur des peintures, ils ressortent une peinture qui est dans l'atelier, et hop, ils reviennent dessus, ils reprennent. Et ce que j'aime dans le processus du plateau, c'est que le dessin est en transformation et c'est autre chose, parce que dans les livres, l'artiste nous donne quelque chose qui est figé à un moment, et de voir un dessin en train de se faire, c'est autre chose. La qualité n'est pas au même endroit, la qualité est dans la manière de faire, ce que ça raconte et le geste. Donc ça, c'est quelque chose que j'explore au plateau. Et j'essaie aussi de développer le plus possible la forme du concert dessiné. Le concert dessiné a débuté à Angoulême il y a quelques années. J'étais du premier. Et très vite, j'ai eu le sentiment qu'on était deux équipes qui ne jouaient pas ensemble, malgré tout, même si on avait tendance à illustrer un récit sur une musique. Mais les musiciens étaient au plateau et le dessin était là-haut, ailleurs. Et après d'avoir fait des concerts dessinés avec Charles Berberian et Rodolphe Burger, c'est quelque chose qui m'a été confirmé en discutant, par exemple, avec la personne qui faisait les lumières, qui me disait que c'était très embarrassant pour lui parce que cet écran était comme une verrue sur la scène. Donc, et après d'avoir rencontré des gens qui font du théâtre, Marc Lenné avec les Moriarty, j'ai commencé à penser le dessin autrement, pas comme une illustration, mais comme un personnage faisant partie d'un spectacle. Et c'est ça que j'essaie de développer avec Pierre Bastien aussi, en mélangeant nos images. Je travaille sur vitre, ça me permet de les filmer, de superposer aux machines qui sont filmées. Et d'ailleurs, la prochaine forme du spectacle, on va essayer de faire quelque chose d'encore plus proche. On a envie d'être au milieu du public, en fait, que les gens puissent s'approcher de très très près. Autant ces petites machines à lui, qui sont des jolies mécaniques, comme d'être très près de mon dessin. Voilà, pour le plateau, à peu près. Merci beaucoup Philippe. Je pense qu'on va passer aux questions pour les personnes qui ont des questions à poser. Philippe Dupuis. Vous êtes devenu auteur à quel âge ? On n'a qu'un micro, c'est exact, j'avais oublié. Tu me regardais, je n'oublie rien. Voilà. C'est drôle cette question. Bon, si je réponds sérieusement, j'ai commencé à. On va passer sur l'épisode. Je dessine depuis tout petit, tout ça. Et j'ai commencé après à dessiner en amateur dans des fanzines vers 15 ans, quelque chose comme ça, 15-16 ans. Et mes premières publications professionnelles, ça devait être à 17 ans. Et puis après, j'avais un projet qui devait être publié dans Spirou, et puis il y a eu un changement de rédacteur en chef, et donc mon projet a dégagé avec. Alors là, j'ai dit, j'ai fait un peu mon Marcel Duchamp, j'ai fait, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Je suis parti aux Arts Déco, mais après j'ai rencontré Charles Berberian, et là j'ai commencé
à publier. Mais après, la question est intéressante parce qu'elle pose la question de l'auteur. C'est-à-dire, c'est quoi être un auteur? Moi, c'est surtout ça que j'entends. C'est à quel moment est-ce que j'ai vraiment commencé à être un auteur? Est-ce qu'en fait, j'en suis un? Est-ce que je suis un auteur en devenir? Ou est-ce que je suis un auteur fini? Je ne sais pas. Mais et puis, c'est des classifications intéressantes parce que d'ailleurs, on a parlé beaucoup ces dernières années d'intégrer à notre langage le mot autrice. Auteur-autrice, je crois que ça commence à fonctionner. Mais il y a auteur et artiste. Et c'est là où j'ai du mal à me définir souvent. C'est-à-dire que quand on me demande... moi, j'ai quand même... C'est cette histoire de la position du regard. Elle est importante parce qu'en fait, il y a le regard du public, du spectateur, du lecteur sur l'œuvre. Il y a le regard de l'artiste sur son propre travail, et puis il y a le regard entre les uns et les autres. C'est-à-dire que comment est-ce que moi je vous regarde, et comment vous me regardez, et comment nous, entre auteurs, artistes, on se regarde. C'est en partie un des sujets d'un de mes prochains livres, parce qu'il y a toujours ce problème en bande dessinée. Beaucoup d'auteurs refusent de se définir comme des artistes. Mais vraiment, ils refusent. Je ne comprends pas pourquoi. Souvent, il y a une espèce de modestie ou de crainte aussi, certainement, de dire que l'artiste serait l'institution. Donc, comme il y a quelque chose qui est très lié à la contre-culture et une certaine liberté dans la bande dessinée, on veut dire non, je ne suis pas artiste. Et même, ils disent je suis artisan ou amuseur. Bon, tout ça, ce ne sont que des mots. Mais enfin, les mots, c'est important. Chez l'être humain, les mots signifient beaucoup de choses. Donc, comme moi, je l'ai dit, alors souvent, je dis non, moi, je suis artiste. Ah, tu renies la bande dessinée, c'est ça. La bande dessinée, c'est plus assez bien pour toi. Mais c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est que je place la bande dessinée tellement haut que je vois pas pourquoi je ne serais pas autant un artiste qu'un peintre, un photographe, un cinéaste, un écrivain, un comédien, un amuseur, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est marrant, dès que vous m'avez posé cette question avec le terme d'auteur, moi ça déclenche mes petits schémas là, avec des liens dans tous les sens. D'autres questions? Bonjour. Quel conseil vous donneriez à une personne qui veut se lancer dans le dessin, qu'il soit artistique, qu'il soit auteur, comment est-ce qu'il pourrait se lancer sans crainte de ne pas vivre de son art, entre guillemets? Si vous connaissez quelqu'un qui dans sa vie n'a jamais connu la crainte, vous me le présentez. Je ne connais pas ça. Si vous voulez faire quelque métier que ce soit, mais je ne parle pas que artiste, prof, conducteur de bus, je ne sais pas, j'espère aussi président de la République, qu'on peut avoir certaines craintes. Je ne connais pas ça. Alors après, oui, parce que vous m'avez parlé pour la réussite notamment, ou en vivre. Ne serait-ce qu'en vivre, Surtout aujourd'hui, on est encore de moins en moins à l'abri. Moi, je me souviens d'une époque où on disait aux gamins qui étaient au collège ou en lycée qu'il fallait qu'ils aillent faire l'informatique parce que c'était porteur et que là, ils n'auraient aucun problème. Et puis, les choses sont retournées au bout d'un moment. Moi, je me souviens quand je suis rentré aux éditions Dupuis, on m'a dit... c'est super, maintenant tu es tranquille jusqu'à la fin de ta carrière, les éditions Dupuis c'est le confort, il y a du fixe à vitam aeternam, et puis tout ça a changé parce que tout change. Donc ça, je pense que c'est pas en fait la vraie question, quoi. Après, c'est plutôt la question comment arriver à faire et à avancer et à se trouver. Je suis désolé de vous dire que j'ai pas la réponse. Je crois pas avoir la réponse. La seule chose quand même, et alors là, ça va paraître une réponse un peu cliché, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Vraiment.
Moi, j'ai fait une intervention aux Arts Déco de Strasbourg il n'y a pas longtemps. Les Arts Déco Strasbourg, ils ont une espèce de tradition de micro-édition assez forte, qui est vraiment très très bien, qui a sorti des grands auteurs comme Simon Roussin, par exemple, vient de là, et d'autres. Et il y avait un étudiant qui était là et qui disait ouais, mais alors maintenant la micro-édition, je sais pas, c'est pénible. Alors il faut savoir qu'en plus aujourd'hui faire de la micro-édition c'est 10 fois plus facile qu'il y a des années, comme disait Anne-Hélène. Maintenant on a techniquement faire des films, faire du son, faire imprimer, c'est tellement plus facile qu'il y a 30 ans. Bon, mais malgré ça, il disait c'est du boulot. Là, je n'ai pas été sympa. Je lui ai dit, si c'est le boulot qui te rebute, quitte l'école. Mais je ne sais pas ce que tu feras dans la vie, parce que du boulot, il y en aura toujours. Mais là, il faut vraiment bosser, parce qu'en fait, on est quand même seul, quoi. Personne nous attend. C'est un domaine où il faut, pour que les gens pour qu'on commence à être accompagné, il faut déjà être parti tout seul. On ne part pas accompagné, on part seul. C'est un peu plombant. Hein. Voilà, maintenant que le moral est en berne. Merci Philippe. Oui, non, mais je pense que le raisonnement est très intéressant, surtout pour les jeunes gens qui sont, les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont d'ici. Enfin, garçons, ils ne sont plus des garçons, ce sont des jeunes hommes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, Thierry ? Alors, il faut savoir que en lien justement avec l'exposition Mode et bande dessinée dont Thierry nous a parlé auparavant, eh bien, nous allons montrer les dessins en avant-première, en quelque sorte, oui, en avant-première, c'est carrément ça, du 3e volume, donc Ne pas peindre, la vie de Jean Poiret. Nous allons montrer les originaux à Angoulême, et à cette occasion, nous comptons bien faire quelques événements avec Philippe Dupuis. Voilà. Et nous serons ravis, vraiment ravis, d'avoir votre écoute sur toutes ces questions que nous sommes en train d'explorer au musée de la bande dessinée et à la Cité, avec les auteurs, avec le patrimoine, les œuvres que nous avons. Nous serions vraiment très heureux d'avoir votre attention sur, et plus que votre attention, vos réflexions, que vous nous fassiez part finalement de ce que vous attendez de la bande dessinée aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'elle doit vous apporter ? Comment vous voudriez la voir ? Comment vous aimeriez la faire ? Ça, ce sont aussi des questions importantes parce que c'est demain. Voilà, merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, ce que dit Anne-Hélène, c'est intéressant parce que la CIBDI, même si ça fait, je ne sais pas combien de temps ça existe, 30 ans. Mais en fait, 30 ans au regard de l'histoire des musées, c'est rien. C'est un musée neuf. Il y a d'autres musées neufs. Moi, j'ai fait un livre sur le Louvre-Lens. C'était un musée neuf. En plus, c'était génial de voir un musée se construire. Mais c'est le Louvre. Et en plus, qui s'intéresse à un domaine comme la bande dessinée, qui est aussi un domaine assez neuf. Bon, pas forcément plus neuf que le cinéma, mais enfin, bon, c'est pas comme toute la tradition qu'on a de littérature, de peinture. Donc c'est vrai que ces questions-là se posent, de savoir comment le montrer, parce qu'en plus de ça, la peinture est quelque chose qui est faite pour être un objet unique, vu par des gens au moment où ils sont devant cet objet unique. Il y a les reproductions dans les catalogues. Enfin, franchement, d'expérience, c'est pas pareil, quoi. Voilà, on doit voir la première fois que j'ai découvert un Pollock à New York, j'ai compris qu'en fait j'aimais Pollock, alors que chaque fois que je l'avais vu dans des catalogues, je passais à côté. Francis Bacon, pareil. Et la bande dessinée, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension du livre, ou de l'impression qui va être diffusée, et qui a un côté très contre-culture, comme ça. Et puis il y a l'œuvre originale. Et les deux ne racontent pas, pour moi, du tout la même chose. Les deux m'intéressent, mais ne racontent pas la même chose. Et donc ça pose des questions, effectivement, j'imagine, moi qui ne suis pas à ce poste, et heureusement pour la CIBD et le musée, qui pose, mais par contre je visite les expos, et il y a cette question de savoir comment on le montre,
comment on emmène le visiteur? Qui sont ces questions que je me pose quand je fais des installations, de savoir quelle expérience je fais vivre au visiteur, ou dans les livres, quelle expérience je vais faire vivre au lecteur. C'est deux choses très différentes. Et je pense qu'il y a énormément de choses à trouver et à faire évoluer. Et pour ça, j'imagine qu'effectivement, les réactions des visiteurs sont importantes. Comme moi, c'est important d'avoir des réactions de lecteurs à la lecture. Voilà. Merci.